Bonjour et bienvenue dans ce journal. Retour sur la vaccination contre la grippe A avec ce constat. Dans les 14 centres du département, on ne se bouscule pas. Depuis le début de la nouvelle année, seulement 219 personnes ont pris le chemin des centres de vaccination. À l'image du centre de Deuil-la-Barre que vous voyez à l'image, presque désert ce mercredi matin. Une petite trentaine de personnes s'est déplacée. Une faible affluence qui commence à agacer les villes ou les associations qui souhaiteraient récupérer leur structure. C'est le cas par exemple à Deuil-la-Barre où le centre de vaccination a pris place sur un des 3 courts de tennis du gymnase Jean Bouin. Une situation plutôt insolite mais qui est loin d'amuser le président du club. Plus d'explications avec Yohan Bensoussan. En ce moment, Alain Béguet est plutôt du genre préoccupé. La raison de son inquiétude n'est pas les résultats sportifs de son club de tennis, mais plutôt l'installation depuis le mois de novembre d'un centre de vaccination contre la grippe A. Problème, ces chapiteaux se trouvent sur un des 3 courts de tennis du club. Résultat, c'est tout le planning qui se retrouve chamboulé. On se voit samedi soir et on voit comment on va s'organiser pour les cours. Ok, d'accord. Sachant que vous allez travailler le dimanche. Oui, le dimanche. Ouais, tous les jours de la semaine, par rapport à ça, pas de choix. Une belle pagaille qui a poussé le club de Deuil-la-Barre à délocaliser certains de ses entraînements sur les terrains de Sarcelles et d'Aumont, à 20 minutes de là en voiture. Mais là encore, ça coince et la solution est loin de contenter tout le monde. Ça pose aussi un problème pour les adhérents qui le soir ne peuvent plus jouer comme ils le souhaitent. Il y a des adhérents qui ont quand même payé leur cotisation et qui n'ont plus accès à 1 heure le soir après leur travail pour jouer. Seul rescapé de ces bouleversements, l'initiation au tennis pour les enfants. Mais les cours ne se déroulent plus que sur un seul terrain, coupé en 2. Voilà comment on va faire aujourd'hui. On a toujours que cette partie du terrain. Donc on va essayer de se séparer en 2 zones. Une zone bleue, une zone rouge. Ok ? La zone bleue, on va travailler sur du coup droit. Fataliste, le président du club espère de son côté que cette réquisition ne perturbera pas trop la bonne saison d'un club en pleine progression ces dernières années. En tout cas, cette occupation de l'un de ces terrains ne l'aura pas poussé à se faire vacciner contre la grippe A, bien au contraire. Je cherche encore auprès de tous mes adhérents, et je vois quand même beaucoup de monde ici, je vous rappelle 300 adultes, plus les parents, ce sont les enfants. Je cherche encore la première personne qui va se faire vacciner. Je ne l'ai pas trouvé. Et moi-même, je ne serai pas celui-là. Malgré l'actuelle faible affluence du centre, les chapiteaux ne devraient pas bouger avant mars prochain. Une situation qui dure et qui commence à coûter au club, selon les estimations de son président, entre 2 000 et 3 000 euros de perdus, rien que pour la location des cours avoisinants. En bref, l'Association des paralysés de France épingle les villes les moins accessibles du Val d'Oise. Dans une étude rendue publique ce mercredi, l'association dresse un bilan alarmant sur l'accessibilité de 25 villes du département. Le collectif en profite pour distribuer les bons et les mauvais points. Et Villiers-le-Bel et Besançon, avec des taux d'accessibilité respectifs de 89 et 84%, sont cités en exemple. En revanche, Éragny-sur-Oise et Montmorency, 15 et 7%, sont pointés du doigt. L'actualité, c'est aussi la neige et cette conséquence dont on parle peu, le coup de froid sur les légumes du Val d'Oise et les prix des salades et poireaux qui s'envolent sur les étals des marchés. Brice Martinelli a rencontré les maraîchers du groupement agricole d'exploitation en commun de la Rivoise. C'est à Cergy, 3 mois de culture de salade anéantis par le froid polaire. Regardez. Les salades du Val d'Oise n'y ont pas échappé. Sous les serres de Patrice Pincebourde, Laitue et Batavia ont attrapé froid. Et pourrissent, ils ont gelé puis ils pourrissent. Alors tout ça c'est gelé, monsieur? Tout ça c'est gelé. On peut plus récupérer. Au total, 6000 salades de perdues cet hiver, pour un manque à gagner d'environ 2000 euros. Mais le froid, c'est aussi moins de poireaux et au bout pour le consommateur, une augmentation du prix de vente. Alors, si on prend l'exemple du poireau. Le poireau, vous voyez, on le vendait 2,20 € avant le froid. Là, on l'a vendu 2,80 €. Alors vous allez sur les marchés, ils sont à 4 €, si c'est pas plus. Pour autant, pas de fatalisme pour ce maraîcher. L'hiver dernier, en une nuit, une gelée blanche avait tout décimé.
Zoom maintenant sur une expo. Depuis le 29 novembre dernier se tient au musée de Pontoise une expo inédite. Pour la première fois, Gilles Devès, un grand collectionneur d'art qui vit en Ardèche, propose au public sa collection privée. 6 artistes contemporains sont ainsi mis en lumière et à travers eux on redécouvre l'art figuratif par l'intermédiaire de leur univers très différent, comme vous allez le voir sur ces images signées Marie Chaudet. Cette collection privée se dévoile pour la première fois au public. Gilles Devès collectionne depuis plusieurs décennies les œuvres de 6 artistes contemporains, François Barbâtre, Gérard Béringer, Sonja Hopf, Irina Ionesco, Olivier Olivier et Jerk Hortner. Gilles Devès en collectionne tellement que ces artistes sont difficiles à trouver dans les circuits classiques. Christophe Duvivier, directeur du musée, a eu l'idée de mettre au grand jour cette prestigieuse collection. Ce sont des artistes, des œuvres qu'on ne voit plus, qui ne circulent plus, qui ne sont pas dans des galeries, qui ne sont pas dans le commerce. Et donc je lui ai dit un jour, c'est formidable parce que ça aide les artistes, votre façon de collectionner est une sécurité pour les artistes que vous défendez, mais en même temps on ne les voit plus. Donc il faut montrer votre collection. Si d'apparence les 6 artistes se distinguent par leur univers très différent, ils sont unis par les liens de l'art figuratif. Sans parler de mouvement artistique, ils s'inscrivent tous sous la bannière de la nouvelle subjectivité, une esthétique qui a émergé dans les années 70. L'autre lien qui les unit se trouve dans l'amitié qu'ils ont les uns pour les autres. Ils ont tous eu des relations de travail à certains moments. Barbâtre a fait découvrir l'art égyptien à Béringer, Béringer a travaillé la gravure avec Hortner. Il y a des passerelles constamment. Des passerelles qui unissent le travail d'Irina Ionesco et de Gérard Béringer. La photographe, connue pour ses portraits oniriques et érotiques, s'est servie de son ami comme modèle. Quand elle l'a rencontré, il était tout jeune homme. C'est un collectionneur qui les a présentés. Il avait 24 ans. Elle l'a pris en sympathie, elle l'a pris comme modèle. C'est pratiquement d'ailleurs le seul homme qu'elle ait jamais photographié dans sa vie, enfin pratiquement. Et sur cette photo, c'est tout à fait exemplaire, enfin typique de ce qu'elle faisait. Elle a peint les ongles de Gérard Béringer en vert. Elle l'a complètement transfiguré. Elle l'a vraiment utilisé comme une matière à transformer pour ses photographies. Univers surréaliste teinté d'humour et d'absurde pour Olivier et Olivier. Gravure onirique pour Hortner ou encore nature morte silencieuse pour Barbâtre. Cette collection hors du commun préserve habilement la singularité des artistes tout en créant l'unité. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.